une nouvelle de John Lucky Char. Un vent violent projetait les fines gouttelettes d'une bruine matinale. Par endroits des tourbillons de poussière se formaient, puis disparaissaient, comme des esprits translucides. Des arbres rachitiques de la plaine, pliés sous la force des rafales, s'élevait un sifflement lugubre. Une longue file d'hommes avançait péniblement. Le dos courbé, ils luttaient contre le vent, les uns s'emmitouflaient dans leurs manteaux de fourrure, les autres de leurs mains retenaient tant bien que mal leurs bonnets de poil. Ils avançaient, pareils à des fantômes, parmi les hautes herbes, qui ondulaient comme une mer de désolation. La plupart d'entre eux portaient une barbe, ou des moustaches fournies, et tous affichaient une mine morose. Même les plus jeunes au visage glabre, avaient l'air inquiets. Parmi eux se trouvait Vénix, il venait d'avoir 17 printemps. Comme la plupart des membres de sa tribu, il était préoccupé par les prédictions sinistres des prêtres, d'autant plus que les cieux semblaient confirmer leurs dires. Des gels tardifs avaient sérieusement décimé les jeunes pousses de blé, des quelques parcelles qu'essayait de cultiver cette tribu. Il y avait de quoi être inquiet, cette année les cieux n'étaient vraiment pas cléments. Même ceux qui ne croyaient pas aux signes, et affichaient d'habitude leur scepticisme, s'adonnaient à nouveau au rituel. Maintenant, les hommes étaient en vue d'une grande prairie, dépourvue du moindre arbuste, ou du moindre buisson. Des souches indiquaient que tous les arbres avaient été coupés, détruits, que les plus petits avaient été arrachés. Au milieu de cette étendue désertique, se trouvait un vaste espace circulaire, où d'énormes blocs de pierre avaient été érigés en 3 cercles concentriques. Le plus petit, celui du milieu, comportait des pierres transversales, soutenues par des menhirs faisant office de piliers. C'était un travail titanesque, des générations s'étaient succédé pour tailler, déplacer et ériger ces monolithes de pierre. Certains blocs provenaient de contrées lointaines situées à plus de 5 journées de marche. C'était par ce sentier, recouvert de billots de bois et s'éloignant vers le nord, au-delà de l'horizon, que des hommes, suant sang et eau, tiraient d'énormes blocs de pierre. Des centaines d'hommes attendaient, assis sur des mégalithes, restant silencieux autour d'un feu, ou écoutant attentivement les oracles d'un prêtre astronome. Lorsque la troupe rejoignit l'assemblée, Gortor, le chef du village de Vénix, rejoignit le groupe formé par les thaumaturges et les chefs des villages voisins. Cette journée était très importante, elle verrait la fin de travaux commencés des siècles plus tôt. Les hommes se mirent à l'œuvre, il restait quelques rocs à mettre en place avant le coucher du soleil. Les hommes, pressés d'en finir, étaient motivés et travaillaient avec acharnement. En effet, un colossal banquet, et des réjouissances étaient prévues dans la soirée afin de fêter l'événement. Des chefs d'équipe dirigeaient les différents groupes d'une main de fer. Il n'y avait pas besoin d'être un expert pour voir que ces travaux étaient parfaitement organisés. Des années de labeur avaient permis d'optimiser toutes les tâches, aucun effort inutile, aucune perte de temps. Les hommes, qui poussaient le menhir dans son logement, avec les madriers étaient en parfaite synchronisation, avec ceux qui le faisaient basculer, en tirant sur des cordes de chanvre nouées au sommet de la pierre. Vénix participait activement à la besogne. Il avait pour tâche de niveler le terrain dans la portion nord-est du monument. Il était épuisé lorsque vint l'heure du repas de la mi-journée. Les femmes des diverses tribus apportèrent les victuailles. Les meilleurs chasseurs avaient été envoyés battre les environs, ils étaient partis à l'aube, et revenaient avec sangliers, lièvres, cerfs, quelques chevreuils et faisans. Il fallait être un archer d'une grande adresse, pour tuer d'une flèche, un faisan en plein vol. Vénix aurait aimé devenir un grand chasseur, ou un guerrier valeureux. Malheureusement Gortor contrecarrait ses projets. Gortor, le chef du village de Chenemort, était un véritable colosse que ses ennemis redoutaient, mais c'est sa sagesse, et sa clairvoyance qu'appréciaient ses amis. Il avait de grands desseins pour son village qu'il ne pouvait accomplir qu'en temps de paix. Soucieux d'éviter tout conflit avec les tribus voisines, il avait épousé les filles des chefs de village, afin de maintenir une entente durable. De plus il croyait au progrès et en particulier il portait une grande attention à la culture. C'est pourquoi les jeunes du village étaient fortement incités à se lancer dans cette nouvelle expérience. Morora, le thaumaturge du village encourageait Gortor dans ses initiatives.
Qui sait, peut-être qu'un jour la culture des terres permettrait de subvenir aux besoins alimentaires du village. Cette éventualité paraissait invraisemblable et les chasseurs regardaient dédaigneusement les apprentis paysans, grattant la terre ou courant après les corbeaux. Pendant le repas, Morora vint rejoindre Vénix. Le vieux thaumaturge s'était pris d'affection pour le jeune homme. Souvent, celui-ci venait rendre visite à Morora dans l'antre où il préparait ses cataplasmes, breuvages secrets et potions magiques. Ils discutaient souvent ensemble durant de longues heures, à la lumière blafarde d'un feu. Le cerveau de Vénix était une source intarissable d'interrogations auxquelles le vieillard avait souvent bien du mal à répondre. Lorsqu'il posait des questions concernant l'avenir, le vieux thaumaturge lui répondait de ne pas s'en soucier, il ne fallait pas se préoccuper de l'avenir et des surprises qu'il apporterait, mais Vénix sentait bien qu'il lui cachait quelque chose. Souvent à la lueur des flammes, le vieil homme lui contait les histoires des anciens, le périple des Ibères du Sud, remontant la côte pour arriver en Bretagne, puis ensuite la traversée des flots pour débarquer sur cette grande île. Après s'être installés sur cette terre nommée Britannie, les Ibères étaient restés en contact avec les peuplades de Bretagne. De frêles esquifs assuraient un commerce florissant entre les deux rives de ce bras de mer. Morora enseignait aussi les connaissances les plus rudimentaires à Vénix qui était devenu en quelque sorte son disciple. Comme il n'était pas destiné à devenir chasseur, il aurait été heureux de devenir clerc. Mais là encore, cela lui avait été refusé. Comme il n'existait aucune forme d'écriture, les connaissances se transmettaient oralement, de génération en génération. Les clercs faisaient office en quelque sorte de bibliothèque, ils étaient la mémoire de leur peuple. Mais là encore les projets de Vénix s'étaient anéantis. Morora s'y opposa prétextant que c'était une fonction difficile, délicate, de longue haleine et qu'il était éreintant tout au long d'une vie d'être la mémoire vivante de l'histoire de son peuple. Ce midi, ils discutaient tous deux de la cérémonie de la veille. « Tu n'as pas trop mal au bras ?» lui demanda Morora. « Non, ça va », répondit Vénix, en se passant la main sur la brûlure qu'il avait à l'épaule. « Mais, pourquoi n'y avait-il que moi, comme initié au rite de purification d'hier soir ? Comme je te l'ai déjà dit, soupira le vieillard, les autres jeunes gens du village ne sont pas encore prêts. C'est pourquoi toi seul as été marqué du feu sacré purificateur. Ton âme et ton corps se retrouvent par cette cérémonie, en harmonie avec notre mère nature. Ton esprit peut ainsi s'élever parmi les cimes des arbres pour monter jusqu'au royaume des dieux. Mais je t'ai déjà expliqué tout cela. J'entends beaucoup de gens s'inquiéter, la fin du monde est-elle pour bientôt ? Demanda Vénix, la voix hésitante. Il n'osait regarder en face le vieil homme, de crainte que celui-ci ne devine alors qu'il avait aussi peur que les autres. Ne sois pas inquiet. Il est vrai que les morceaux de ciel, qui sont tombés peuvent paraître de mauvais augure, mais je pense qu'il ne s'agit que d'un avertissement des dieux. Je ne pense pas que la fin du monde soit pour tout de suite. Mais pourtant la nuit, on peut apercevoir des dizaines de morceaux de ciel qui se décrochent et tombent sous la forme de traînées brillantes. Le ciel est solide, ce n'est pas quelques morceaux arrachés qui feront s'écrouler les cieux. Les paroles optimistes du vieillard semblaient avoir rassuré Vénix, qui attaqua à pleines dents une cuisse de lapin. À moins que ce ne soit simplement la faim qui lui fit retrouver l'appétit, rien de plus naturel pour un garçon de son âge. L'après-midi, les travaux reprirent avec acharnement. Vénix aida à installer au centre du cercle de pierre une dalle rectangulaire taillée et polie. Cette table de granit fut difficile à caler sur ses pieds. Il fallait en effet qu'elle soit parfaitement horizontale, pour que les prêtres puissent effectuer leurs mesures astronomiques, avec la plus grande précision. Aux quatre coins étaient gravés les symboles des quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, afin de rappeler aux hommes. Lors de cérémonies importantes, cette table était également utilisée pour des sacrifices. Cette opération délicate mit fin à la construction de ce formidable édifice. Vénix était particulièrement fier d'avoir participé à l'installation de la dernière pierre. Morora ressentit un frisson lui parcourir le dos en voyant le jeune homme travailler avec autant d'entrain, au positionnement de la dalle de granit. Morora se remémora le jour où il avait expliqué l'origine de ses travaux, 5 ans plus tôt. « Tu sais, notre peuple est courageux,
Nous ne craignons aucun ennemi, avec nos glaives nous avons exterminé les barbares, et les pillards. La seule chose que nous craignons, c'est que les dieux courroucés nous fassent tomber le ciel sur la tête. Mais pourquoi les dieux feraient-ils cela? Demanda l'enfant. Si cela se produisait, tous les êtres humains mourraient. C'est pour cela qu'il faut vénérer les dieux, leur présenter nos offrandes et leur dédier des sacrifices. Mais il y a 4 siècles, les plus grands thaumaturges se sont réunis secrètement en Bretagne, et cherchèrent une manière de se protéger de la chute éventuelle des cieux. Mais comment? Interrompit l'enfant. Ils décidèrent la construction de piliers qui retiendraient le ciel, si celui-ci s'effondrait, empêchant les hommes d'être écrasés. C'est à Carnac que les travaux ont commencé. Des milliers de piliers ont été élevés également en d'autres lieux, mais le Grand Conseil nous destina pour une autre tâche. L'histoire de la Lune? Oui, les plus grands sages, après de très longues observations, déterminèrent l'endroit exact où s'abattrait la Lune, lorsque le ciel s'écroulerait. Des calculs complexes permirent de déterminer que c'est justement ici que l'impact se produirait. Après être tombée, la Lune risquerait de rouler éternellement sur la Terre et de tout écraser sur son passage. Voilà pourquoi nous continuons la construction de ce gigantesque support de Lune, que nos ancêtres ont commencé, il y a fort longtemps. Morora aurait dû être satisfait, il était bien vieux, et il ne pouvait espérer une plus grande joie que de vivre cette journée historique, mais il était anxieux, son rôle de maître de cérémonie pour ce soir-là ne lui plaisait pas. Il se demandait si ce socle survivrait au siècle, au millénaire ainsi qu'à la mémoire des hommes. Ses réflexions furent interrompues par un grand cri. Les bras tendus vers le ciel, tous avaient hurlé leur joie de voir ce formidable piédestal Sélène, enfin terminé. Les habitants de toute la contrée se retrouveraient pour un immense banquet. Des mariages seraient célébrés en signe de paix, et des offrandes offertes aux dieux, lors de la cérémonie consacrée à la lune. Bien avant la tombée de la nuit, d'immenses brasiers furent allumés, ceci afin d'éclairer la plaine, pour faire cuire le gibier, et pour se réchauffer, car la température restait fraîche malgré une après-midi ensoleillée. En fin de soirée, la cérémonie dédiée à la lune commença. Vénix se tenait au premier rang, à l'intérieur du premier cercle de pierre du cromlech. On lui avait laissé une place de choix afin d'assister au culte. Morora était vêtu des vêtements sacrés du grand maître. Une longue toge blanche à larges manches couvrait entièrement son corps. Une ceinture de cuir auquel un poignard de bronze était suspendu et une couronne de gui complétaient sa tenue. D'autres prêtres, disposés en demi-cercle derrière Morora, l'assistaient dans ses fonctions. Le rituel commença par des chants sacrés. Tous psalmodiaient en chœur des paroles louant les dieux, tout en se balançant d'une jambe sur l'autre. Vénix joignit sa voix à la multitude lors des incantations. Les litanies durèrent jusqu'au coucher du soleil. Le soleil disparaissait dans l'alignement du pilier ouest. Chaque pierre était soigneusement positionnée, avec une grande précision, pour être alignée par rapport au soleil, mais aussi par rapport à de nombreuses constellations. Ainsi, la pierre du talon était alignée dans la direction du soleil levant, quand les jours sont les plus longs. La lumière blafarde de l'astre de la nuit commençait à remplacer celle d'un soleil agonisant. Vénix se demandait s'il y aurait un sacrifice, car il n'avait vu ni chèvre ni mouton. Lors des prières, son père se tenait près de lui ainsi que ses jeunes frères, car il était l'aîné de la famille. Tout à coup, juste avant que le soleil ne se couche, toutes les voix se turent, plus un mouvement ne se fit. Seuls les crépitements du bois se consumant et le sifflement du vent brisaient ce soudain silence. Un dernier rayon de soleil mourut sur la dalle centrale. Morora s'avança lentement vers cette table de granit. Ses yeux sombres fixaient intensément Vénix. La pleine lune venait d'apparaître, lorsque le jeune homme sentit sur son épaule droite la main tremblante de son père, puis sur la gauche la pression exercée par la puissante main de Gortor. Alors, tous deux le poussèrent doucement en avant vers le centre, vers la table sacrée. Vénix venait de comprendre qu'il y aurait un sacrifice, le sien.